Sunday Night Production. Je sais pas si je vais être un bon juge, hein. Je dirais que chacun défend sa chapelle. Du coup, c'est un peu inquiétant parce que si on peut pas se fier à ces recommandations qui sont, j'ai l'impression, très génériques, alors même si On prenait l'exemple de la préparation marathon qui est souvent exigeante et qui se traduit pour tous les marathoniens et marathoniennes qui en ont fait par une perte de poids. Ça veut pas dire que vous avez eu un déficit calorique. on a beaucoup survalorisé les métabolismes rapides, notamment dans le milieu du fitness, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui font de la musculation, qui veulent être le plus sec possible. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux dépenses énergétiques en course à pied. Combien de calories brûlons-nous en courant? Quel est le rôle de notre métabolisme dans le sport? Ou encore, comment offrir à notre corps de coureur toute l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement? Et pour nous aider à y voir plus clair et surtout à en finir une fois pour toutes avec les fausses croyances et les idées reçues qui pullulent dès qu'on parle de dépenses énergétiques, j'ai le plaisir d'accueillir Fred, co-animateur du podcast et responsable fond, demi-fond et running au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Guillaume. Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour un sujet où je pense on va en surprendre plus d'un et plus d'une avec des choses qu'on croit savoir, mais lorsqu'on va dans le détail des choses, finalement ce qu'on croit est souvent pas totalement juste, voire totalement faux même. Bon impatient en tout cas d'aborder ce sujet qui, je vais pas dire que c'est un sujet sensible, mais en tout cas, il déchaîne un peu les passions. Alors à titre personnel, moi ce que j'ai l'impression que j'ai, en tout cas, dès qu'on parle de dépenses énergétiques autour de nous, avec des compagnons d'entraînement, avec voilà des gens qui sont aussi dans le milieu du fitness, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui datent un peu de 15-20 ans, qui sont pas forcément très actualisées parce que la recherche a fait quand même des avancées scientifiques, mais qui demeurent en fait et qui persistent dans le bouche à oreille, dans les pelotons de sportifs. Et justement, on va essayer aujourd'hui de faire un peu une mise à jour sur toutes les informations qu'on connaît ou qu'on connaît pas, parce qu'on va voir que, à mon avis, on sait pas encore tout en ce qui concerne la dépense énergétique, mais en tout cas, on va essayer de donner des informations actualisées. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, Fred, j'aimerais qu'on définisse dans un premier temps ce qu'on appelle la dépense énergétique, parce que sur le papier, ça semble plutôt simple, mais finalement, j'ai l'impression que ça englobe quand même pas mal de choses, la dépense énergétique. Alors Guillaume, la dépense énergétique, ou ce qu'on pourrait appeler plus classiquement les besoins d'énergie, correspond tout simplement à l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre organisme. Ça, on le disait, c'est le côté assez simple. Mais plus concrètement, c'est l'énergie que doit apporter notre alimentation pour maintenir un poids constant et répondre à nos besoins. Par exemple, on va prendre une journée type de 24 heures d'une personne lambda dans le sens, on va dire, plutôt classique, hein. La dépense énergétique, elle va se répartir suivant 3 postes. Le premier poste de dépense, c'est notre métabolisme de repos. Certains appellent ça le métabolisme de base, qui représente 60 à 75% de la dépense énergétique totale de la journée. Ensuite, on a la dépense énergétique qui est liée à l'activité physique qu'on peut avoir, dont évidemment la part varie en fonction de la nature, de la durée et de l'intensité de l'entraînement. Évidemment, hein, on sait très bien que quelqu'un qui va faire une heure de marche active va dépenser beaucoup moins qu'un ultrafondeur en pleine préparation de l'UTMB qui va peut-être se faire une sortie de 4 heures avec 1000 mètres de dénivelé positif, hein. Voilà, je prends un peu des extrêmes, mais pour bien avoir l'idée que cette part est très variable. Et enfin, le troisième poste de dépense énergétique, c'est l'effet thermique des aliments qui représente tout de même environ 10% du total. Et lorsqu'on parle d'effet thermique des aliments, c'est la chaleur que dégagent les aliments et que le corps, du coup, doit gérer en interne, hein, puisque tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes.
Alors, bien sûr, hein, cette dépense énergétique et le métabolisme de repos varient de façon proportionnelle au poids et à la masse maigre de chaque individu. Et par ailleurs, la dépense énergétique peut être mesurée par calorimétrie indirecte ou estimée à partir d'équations dont les paramètres sont l'âge, le sexe, le poids et parfois la taille. Mais attention, hein, bien que ces équations semblent être assez fiables, hein, c'est un peu comme le 220 moins l'âge pour la fréquence cardiaque maximale, on n'a pas encore de certitude absolue avec ces calculs et les preuves de validité méritent encore d'être renforcées. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, il y a différentes variables, mais au final, la dépense énergétique est très personnelle parce qu'on a aussi un fonctionnement très individuel. Moi, ce que je me souviens de mes cours d'SVT, si mes souvenirs sont bons, tu parles des fameuses kilocalories. Hein, c'est les kilocalories, c'est ce que tout le monde parle, c'est ce que tout le monde regarde, c'est ce que tout le monde essaie de calculer. Voilà, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui y prêtent une attention particulière. Et généralement, je crois que on nous recommande de consommer, si c'est bien ça, entre 1800 et 2000 calories quand on est une femme et 2100, 2500 calories par jour quand on est un homme. Si mes cours, en tout cas, si mes souvenirs ça remonte un petit peu, sont bons, mais je crois que c'est un peu les standards qu'on nous recommande. Alors tes souvenirs datent un peu effectivement. Alors moi, ils datent d'encore plus longtemps puisque à l'époque où j'ai appris ça à l'école, la matière ne s'appelait même pas encore SVT. J'ai d'ailleurs oublié le nom. Ça devait être dans les cours de biologie classique en fait. Très honnêtement. Par contre, c'est malheureusement pas tout à fait ça. Hein. Ta mémoire, comme je te le disais, elle ne te joue pas des tours car c'est une recommandation très répandue en France. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette recommandation des kilocalories par jour, elle est très variable finalement d'un pays à l'autre, ce qui prouve bien qu'elle ne fait pas forcément l'unanimité et qu'il y a une notion culturelle et qui est liée au mode de vie derrière tout ça. De manière un peu caricaturale, les préconisations dans un pays d'Europe occidentale développée ne vont pas être forcément les mêmes que dans un pays où les ressources naturelles peuvent manquer et il y a des problématiques de nourriture plus accrues, évidemment. Même aux États-Unis et au Japon, on peut avoir des différences, par exemple, ce qui prouve bien que c'est pas forcément quelque chose, je pense, qui est lié à nos vrais besoins en tant qu'individu, en tant qu'homo sapiens, mais aussi à ce qu'on a l'habitude de consommer et que les organismes ont l'habitude de traiter, quoi, non? C'est exactement ça. Ça dépend finalement des habitudes qu'on pourrait qualifier de culturelles. Hein. J'espère ne pas en faire bondir certains et certaines, mais les habitudes culturelles alimentaires, très concrètement, où vous pouvez avoir des pays où on va dire le bol alimentaire classique est beaucoup plus riche en tel type de nutriments, donc de kilocalories, et dans d'autres beaucoup moins. Et évidemment, les préconisations seront directement impactées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dépense énergétique, voilà, elle est en plus extrêmement variable d'une personne à l'autre. On le disait en introduction. De nos jours, la plupart de professionnels de santé pensent d'ailleurs que cette prescription calorique généralisée, elle n'a plus aucun sens et qu'il faut prendre en compte les spécificités individuelles dans la définition des besoins énergétiques, car au final, c'est cette valeur qui pourrait s'avérer insuffisante pour certains, notamment pour les sportifs, ou à l'inverse, excessive pour d'autres personnes, tout simplement. Du coup, c'est un peu inquiétant parce que si on peut pas se fier à ces recommandations qui sont, j'ai l'impression, très génériques, alors même si je me doute qu'elles sont quand même applicables pour la grande majorité d'entre nous, c'est un peu comme l'IMC, c'est une valeur qui, on le sait, marche, peut fonctionner pour une majorité statistique, mais dans certains cas, elle n'a pas vraiment de sens. Du coup, comment est-ce qu'on peut savoir nos besoins individuels énergétiques? Comment est-ce qu'on peut les estimer si on peut pas se fier à 2500 calories pour un homme et 1800 pour une femme? Déjà, il faut comprendre qu'il y a énormément de paramètres. Par exemple, on en a parlé, un des paramètres, c'est la variabilité avec l'âge. D'ailleurs, à ce propos, hein, contrairement à ce qu'on pense, l'adolescence n'est pas l'âge auquel les dépenses énergétiques sont les plus importantes. Ce sont les moins de 1 an qui ont le plus haut métabolisme de base, très concrètement. Et ça peut s'expliquer assez simplement, puisque c'est une période de la vie où beaucoup de choses se développent à une vitesse grand V, même si pendant l'adolescence, on se développe de manière assez forte également. Ensuite, vers 20 ans, notre
métabolisme de base se stabilise et il décline progressivement à partir de 60 ans. Et on estime que le métabolisme de repos de base diminue d'environ 2% tous les 10 ans, a priori, à cause de la réduction de l'activité physique avec le vieillissement et la réduction de la masse maigre associée à l'âge. Même si pour ce cas, on ne sait pas encore avec certitude s'il existe un défaut métabolique spécifique qui serait dû au vieillissement. Ensuite, tu as la variabilité avec la masse. On sait que notre dépense énergétique, elle est tout simplement proportionnelle au poids. Tu as aussi la variabilité avec le sexe. On sait que la composition corporelle varie avec le sexe, mais il semble aussi que la femme dépense moins d'énergie, environ 10% que l'homme. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'explication satisfaisante à cet état de fait. C'est une constatation qui a été réalisée sans qu'on puisse totalement l'expliquer. Donc voilà, on laisse encore toutes les suppositions se faire. Et peut-être qu'un jour, on aura la réponse, ou peut-être pas d'ailleurs. Et évidemment, il faut aussi prendre en compte l'historique de notre ration alimentaire, car la suralimentation prolongée ou à l'inverse, la restriction calorique durable s'accompagne de changements de la dépense énergétique. Le corps, c'est une formidable machine, on le répète souvent, et du coup, elle s'adapte avec le temps. Et évidemment, tu as la variabilité en fonction de l'activité physique de chacun. Et bien sûr, tu as la variabilité d'origine génétique. Par exemple, la dépense énergétique de repos peut varier jusqu'à 500 kilocalories par jour d'une famille à l'autre. Donc ça, c'est vraiment énorme, hein, 500 kilocalories. C'est plus une petite différence. Mais la génétique intervient aussi sur tous les aspects, y compris le coût énergétique de l'activité physique, car pour le même effort, certains vont brûler plus de calories que d'autres. Et d'ailleurs, ça s'explique par les génétiques, mais aussi par l'économie de course, énormément de choses qui sont plus du domaine physiologique. Donc, notre génétique a aussi un impact sur la thermogénèse alimentaire, sur nos centres de régulation de la prise alimentaire, bref, sur quasiment tout au final. Merci Fred pour ces explications. Alors on l'a compris, c'est vrai qu'il y a une dimension génétique et on l'a remarqué. Souvent on peut dire, on a des amis, des gens qu'on connaît qui vont manger énormément, faire très peu de sport et qui vont prendre finalement peu de gras, vont dépenser, vont brûler, avoir des métabolismes qui vont brûler beaucoup d'énergie. Ça fait partie un petit peu des injustices de la vie. Même si évidemment avec notre mode de vie, notre alimentation et le sport, on peut corriger, on peut rectifier si on était plus ou moins bien loti. D'ailleurs, si par exemple on cherche à perdre du poids, on va essayer de créer ce qu'on appelle le déficit calorique. L'idée, là, c'est de taper dans notre stock de graisse pour maigrir. Un peu comme si on allait vider nos comptes courants pour pouvoir aller chercher dans les comptes d'épargne. C'est un peu la logique quand on cherche à perdre du poids. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on entend un peu partout. Est-ce que c'est comme ça que la graisse s'évapore, Fred ? Alors ça, c'est une excellente question, Guillaume. Et d'ailleurs, est-ce que la graisse s'évapore ? Est-ce que quand on court, on sent la friture du coup ? Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait se poser. Alors, plus sérieusement, c'est vrai que spontanément, on pense que la graisse est transformée en énergie puisque quand on crée un déficit calorique, notre corps doit quand même obtenir l'énergie quelque part pour fonctionner. On imagine donc que le corps puise cette énergie dans nos stocks de gras. Et cette idée est très répandue même chez les professionnels de santé, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez classique, même chez des gens qui sont censés être vraiment connaisseurs de la chose. Et d'ailleurs, hein, une étude du British Medical Journal a interrogé 175 médecins, diététiciens et autres professionnels de santé pour leur demander, selon eux, comment notre graisse s'évapore-t-elle. Eh bien, je te le donne en mille, pour une grande majorité d'entre eux, ils pensent qu'elle est transformée en énergie ou en chaleur. Et pourtant, cette idée contrevient totalement à la loi de conservation de la masse, cette dernière devant rester identique même en cas de transformation chimique d'un élément. Donc, là, tu comprends qu'il y a un petit problème quelque part. Du coup, comment est-ce qu'on brûle des calories, Fred, si c'est pas par la production d'énergie ou de chaleur, ce qui paraît quand même assez intuitif? Eh bien, figure-toi que des scientifiques ont traqué, vraiment, on peut le dire comme ça, ont traqué la moindre molécule lipidique perdue afin de savoir ce qu'elle devient. Résultat, sur 10 kilos de graisse éliminée lors d'un régime, 8,4 kilos se volatilisent en dioxyde de carbone, en CO2, et sont donc évacués par les poumons.
Le reste, soit 1,6 kg, est transformé en eau, puis éliminé par l'urine, la sueur, les larmes et tous les autres liquides corporels. Du coup, selon les travaux du docteur Boris, pour perdre 10 kg de graisse, il faudra au préalable avoir respiré 29 kg d'oxygène. Je ne sais pas si tu te rends compte vraiment de la masse que cela représente. Vu la densité de l'air, tu imagines le nombre de respirations qu'il faut. Et même si notre principale dépense énergétique est directement liée à notre métabolisme de base, l'activité physique aide donc à vider le gras du muscle. Finalement, si tu veux créer un déficit calorique, l'idéal est donc d'agir à la fois sur les apports, évidemment ce qu'on mange, ce qui rentre, on va dire, et les dépenses, ce qui sort. Et ce qui sort notamment via l'activité physique. D'ailleurs, pour rappel, 1 heure d'exercice quotidien, d'une manière générale, globale, permet de supprimer une surcharge de 40 grammes de carbone. Effectivement, Fred. D'ailleurs, aujourd'hui, avant, il y a encore quelques années, on entendait beaucoup de personnes dire ah, j'ai pris du poids, il faut que je fasse un régime. Souvent dans les années 80, 90, même début des années 2000. Et c'est vrai que depuis les années 2010, c'est une phrase qu'on n'entend presque plus. Aujourd'hui, les gens disent il faut que je reprenne le sport, il faut que j'aille à la salle, il faut que j'aille courir. Les gens ont vraiment pris conscience que le meilleur moyen de booster ses dépenses énergétiques, déjà, dans un premier temps, c'est d'opérer un rééquilibrage alimentaire, pas forcément un régime, parce qu'on sait que la privation, c'est une stratégie qui est très court-termiste et qui peut même, sur le long terme, s'avérer contre-productif. Mais du coup, c'est d'essayer de manger plus sain, d'éviter le gras, d'éviter les produits très transformés, très riches, et bien sûr, de pratiquer une activité physique régulière et continue. D'ailleurs, tu sais, on entend souvent que c'est la natation, le sport qui fait brûler le plus de calories. Alors moi, personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a perdu du poids en faisant la natation. Je sais pas si toi, tu en as déjà croisé un, mais moi, j'en ai jamais vu. Alors qu'en course à pied, c'est vrai que des fois, on a vu des transformations physiques assez impressionnantes. Des gens qui commencent le running et 5-6 mois après ont perdu des dizaines de kilos, quoi. Voilà. Donc concrètement, est-ce qu'on sait quel sport a la plus grosse dépense énergétique? Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est combien de calories aussi est-ce qu'on brûle en courant? Alors avant de répondre à ta question, je reviendrai sur ce que tu as dit sur les régimes. Effectivement, maintenant, on ne parle plus de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les régimes à base de privation ne permettaient pas de perdre du poids sur le long terme, tout simplement. C'est un peu comme l'entraînement, c'est le phénomène de surcompensation. Votre organisme va garder en mémoire que pendant un temps, il est privé de nourriture, de tel type d'aliments. Et vous pouvez pas maintenir un régime de privation toute une vie, c'est un peu inhumain et puis c'est contraire à notre logique. Du coup, le jour où vous allez remanger, même normalement, sans excès, il va surstocker parce qu'il se rappellera qu'il a été privé. Donc, c'est pour ça que vraiment, hein, si vous voulez perdre du poids, déjà, la première chose à éviter, c'est les régimes de privation, puisque de toute façon, à un moment, vous allez arrêter et votre organisme, il est intelligent, il va surstocker justement parce qu'il se rappellera qu'il a été privé. Maintenant, sur la question du sport, toujours délicat un peu de comparer. On pourrait aussi penser que peut-être les personnes ne font pas de manière privilégiée de la natation pour perdre du poids, parce que peut-être aussi que les personnes qui s'estiment en surpoids ont plus de difficultés à aller se mettre en maillot de bain dans une piscine. Le rapport au corps intervient aussi. On a quand même quelques études sur le sujet et on l'a vu, hein, le sport, il augmente la consommation énergétique par le travail musculaire, l'augmentation du rythme cardiaque et la ventilation. On en parlait, l'effet des poumons qui permet, entre guillemets, hein, de brûler les graisses. Alors, de nombreux critères entrent en compte pour calculer cette dépense calorique. Le type de sport, son intensité, le poids de l'individu, son sexe et les caractéristiques physiologiques. Par exemple, le site Futura Santé a calculé qu'une personne de 60 kg va brûler 420 calories par heure en courant à 8 km/h contre 560 calories pour une personne de 80 kg. C'est-à-dire que même durée, même intensité d'effort, évidemment, la personne qui est plus lourde de manière brute va consommer plus d'énergie, ce qui est logique également. Les données utilisées pour ce classement sont donc une moyenne pour un individu de 68 kg. De même, un joueur de foot dépensera 918
calories pour un match de 90 minutes lors d'une compétition, contre 612 pour un match plus cool de loisir. Donc là, on est sur quelque chose de très logique. L'intensité intervient également dans la dépense calorique. La course rapide est le meilleur moyen, et là on ne le dit pas parce qu'on est un podcast de course à pied et qu'on est passionné, mais la course rapide est le meilleur moyen de dépenser un maximum de calories. En courant 15 minutes à 15 km/h, vous brûlez 238 calories, soit l'équivalent d'un petit croissant. Je dis pas ça pour que vous sentiez autorisé à manger un petit croissant avant chaque petit fractionné, évidemment. Et au niveau des sports collectifs, c'est le handball qui, on va dire, défoule le plus. En gros, en moyenne, 748 calories par heure de jeu avec ses sprints répétés, les sauts et les tirs puissants. Pas mal aussi, et je vais un peu aussi les modérer parce que leur gabarit impose le respect, en tout cas pour le coureur de fond que je suis. Le rugby et le football avec 612 calories par heure. La boxe, l'escalade, la natation et le judo sont également très intensifs. Et si vous cherchez une activité plus cool, optez à l'inverse. Cela vous surprendra peut-être pas pour le tir à l'arc, le bowling, le baseball ou le mini-golf qui représente une dépense énergétique inférieure à 200 calories par heure. Donc, c'est bien la course à pied à intensité qui permet de brûler le plus de calories, en tout cas selon cette étude-là, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, bien sûr, hein, tu nous l'as expliqué plus tôt, le sport, c'est pas forcément synonyme de perte de poids parce que 60-70% de la dépense énergétique totale, elle vient du métabolisme au repos. Et en plus, c'est vrai que le sport, ça peut aussi ouvrir l'appétit. Et du coup, on peut aussi avoir tendance à avoir perdu 250 calories après une séance de course à pied, mais comme on va avoir un peu plus faim, et puis on va un peu moins culpabiliser, on va manger un peu plus aussi. Donc, généralement, ça s'équilibre et cet équilibre, il est même très, très bon parce que le déficit calorique, il est bien dans une logique de perte de poids, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour être performant. Par exemple, si je suis en prépa marathon et que je dépense 3500 calories par jour pendant ma prépa marathon et que je ne mange que 2500 calories, ça va pas être propice à la performance. On est d'accord qu'il faut répondre à ses besoins énergétiques pour vraiment tirer le maximum de son potentiel, parce que ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience. Ils peuvent avoir tendance à penser que finalement, plus ils sont minces, plus ils vont surperformer, ou le déficit calorique, c'est peut-être mieux pour faire du sport, alors que non, c'est contre-productif. Alors pour moi, la question est clairement oui, parce que si on n'apporte pas suffisamment d'énergie, très concrètement, je vais le résumer comme ça, votre corps va fonctionner moins bien. Alors évidemment, on prenait l'exemple de la préparation marathon qui est souvent exigeante et qui se traduit pour tous les marathoniens et marathoniennes qui en ont fait par une perte de poids. Ça ne veut pas dire que vous avez eu un déficit calorique. Perdre du poids ne veut pas dire que vous avez un déficit calorique. C'est peut-être qu'avant, vous aviez trop de calories. Mais à un moment, si notamment une fatigue durable s'installe, je parle bien, c'est normal quand on est dans une préparation marathon, un moment d'être un peu fatigué. Mais si elle s'installe de manière durable, que les performances ne suivent pas, même à l'entraînement, et que le moyen de footing devient difficile, c'est que l'apport calorique n'est pas suffisant. Donc l'idée, c'est toujours d'apporter suffisamment de calories, d'énergie à votre organisme pour qu'il fonctionne et pas fonctionner en privation. Parce qu'à un moment, il y a aussi un phénomène qui peut se passer, c'est qu'en manque d'énergie, l'organisme, il essaiera toujours d'en trouver là où il peut en trouver. Et s'il n'en trouve plus dans les stocks caloriques que vous lui apportez, il va taper on va dire, dans la masse maigre directe, donc dans le muscle. Et ça, c'est un des problèmes de certaines personnes qui souffrent de certaines maladies, et c'est un des problèmes de l'anorexie. C'est qu'à un moment, à force d'avoir tapé dans toutes les réserves, le corps va taper dans les muscles, on est dans la destruction musculaire. Et alors là, si vous souhaitez être performant avec ça, je pense que vous comprendrez assez rapidement que ce n'est pas possible. Effectivement, donc c'est vrai que même on peut ne pas forcément adapter son alimentation ou juste manger un petit peu plus quand on en prépare marathon, mais parce que des fois on n'a pas très faim, ou voilà, on n'aime pas manger beaucoup et puis on n'a pas forcément changé ses habitudes, on n'a pas pris le temps de changer ses habitudes alimentaires, et là on va créer un déficit trop important, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut vraiment, si on a augmenté nos dépenses énergétiques, il faut aussi augmenter nos apports, voilà.
Fred, tu l'as dit tout à l'heure, et je l'ai répété, le métabolisme au repos, c'est ce qui représente le plus de dépenses énergétiques. C'est pas forcément le sport, comme on pourrait le penser. Le métabolisme au repos, ça représente entre 65 et 70%, je crois, de mémoire. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut définir le métabolisme au repos? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose qui est beaucoup cité, mais c'est vrai que, en fait, quand on y réfléchit bien, on ne sait pas vraiment la définition exacte du métabolisme au repos. On a tous une idée un petit peu vague de ce que c'est, mais pas de manière précise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur ça? Alors ça, c'est une très bonne question, Guillaume. Mais avant, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Il n'y a pas d'un côté l'activité physique et de l'autre le métabolisme de base qui fonctionnerait de manière indépendante. Les deux sont étroitement liés. Tout simplement parce que l'activité physique, au-delà du besoin immédiat qu'elle nécessite en termes de calories, elle permet justement d'augmenter le métabolisme de base. Pour t'expliquer ce qu'est le métabolisme de base, il correspond à la dépense énergétique minimale pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien de ton organisme dans des conditions qu'on va qualifier de très standardisées, à jeun, au repos et à température neutre. Il donne l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de tes pompes ioniques, des turnovers de substrat, des cycles futiles et pour le maintien de la température. Et par ailleurs, je tiens à préciser là que le métabolisme de base ne doit pas être confondu avec la dépense énergétique de repos. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Du coup, on parle souvent, Fred, de métabolisme lent ou de métabolisme rapide. Ça correspond à quoi? Quelle est la différence entre les deux? Alors, tout simplement, comme ces adjectifs le supposent, c'est lié à la durée pour brûler un certain nombre de calories. Un métabolisme lent, par exemple, va mettre beaucoup plus de temps pour brûler 500 calories, alors qu'un métabolisme dit rapide mettra beaucoup moins de temps. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'au final, en ayant un métabolisme rapide, on brûlera plus. C'est juste que pour une donnée précise de calories, la consommation sera beaucoup plus rapide. C'est vrai, c'est pour ça. Alors, pour celles et ceux qui regardent peut-être des émissions de télé-réalité d'aventure où il y a des personnes qui sont lâchées sur une île déserte et qui doivent survivre, eh bien souvent les sportifs sont un peu défavorisés parce qu'ils ont des métabolismes rapides, donc ils vont brûler très vite beaucoup de calories, alors que du coup, les personnes qui ont un peu de stock, un peu de réserve, vont avoir des métabolismes beaucoup plus lents, donc ils vont pouvoir avoir des stocks et un peu mieux gérer la perte de poids. Donc voilà, mais comment est-ce qu'on peut savoir si on a un métabolisme lent, par exemple? Parce que souvent, on va dire, c'est quand même, ça peut être synonyme aussi d'une mauvaise santé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est un problème d'avoir tiens, avant de répondre à la question, Fred, est-ce que c'est un problème d'avoir un métabolisme lent? Alors un problème, c'est dire que c'est un problème, ça serait un peu un jugement hâtif. C'est un problème si derrière l'apport calorique quotidien est trop élevé. Si votre apport calorique n'est pas en relation avec votre activité physique quotidienne, oui, avoir un métabolisme trop lent peut devenir quelque chose de problématique, tout simplement. Après, si vous avez un apport normal par rapport à vos besoins, juste ce qu'il faut, avoir un métabolisme trop lent, comme tu le soulignais, hein, peut t'aider et peut finalement te favoriser dans certains types de situations, notamment dans certains types de situations de survie, très concrètement. Malheureusement, comme on le comprend très vite, notamment dans nos sociétés occidentales où on a tendance à consommer plus que ce dont on a besoin, avoir un métabolisme trop lent est problématique et peut se détecter par différents facteurs, on va dire, symptômes qui Comme sont quoi, justement? comme, par exemple, tu as la fatigue chronique, une perte de poids difficile lorsque tu décides de te mettre au sport ou de faire un rééquilibrage alimentaire afin de perdre un peu. Il y a toujours les comparaisons, hein. On connaît toujours quelqu'un qui perd plus vite que l'autre. C'est lié à ce fameux métabolisme rapide ou lent. Les extrémités du corps froides, ça peut être aussi un signe de métabolisme trop lent. Des cheveux fragiles. Alors, est-ce que c'est pour ça que je n'ai plus de cheveux? Je ne sais pas. Mhm. Voilà, c'est une question qui reste posée. Il faudra que je recherche un peu. Des ongles cassants, une peau sèche, des envies de sucre, des migraines. Et si vous avez passé la soixantaine, évidemment, on l'a dit, votre métabolisme se ralentit. Il sera pas forcément lent, mais s'il était déjà lent à la base, il sera encore plus lent, évidemment. Donc,
autant essayer de préserver la machine, si je peux dire. Bon, bah alors moi j'ai l'impression que j'ai un métabolisme un peu lent parce que c'est vrai que voilà, je perds quand même difficilement du poids, j'ai souvent les mains froides. Alors j'ai pas de problème de cheveux, j'ai pas d'ongles qui cassent. D'ailleurs, c'est vrai que souvent on dit quand on a les ongles durs, c'est plutôt un signe de bonne santé et ça vient sûrement là. Des envies de sucre, j'en ai. Et puis bah moi j'ai remarqué aussi, hein, c'est vrai que dès que j'arrête le sport, j'ai tendance à très vite prendre du poids. Donc je sais que j'ai quand même un métabolisme bas. Ce qui force, et tu as bien fait de le préciser, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je pense que dans l'échelle de l'évolution, avoir un métabolisme bas, ça peut aussi être une bonne chance de survie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à survaloriser les métabolismes très rapides parce que ça permet de brûler beaucoup de calories. Mais en vrai, à l'échelle de l'évolution, c'est pas forcément une qualité. Si j'ai bien compris, il y a pas forcément. L'idée, c'est d'avoir un métabolisme qui soit ni trop rapide ni trop lent finalement. C'est vrai qu'il faut peut-être en finir avec cette idée reçue là. Mais du coup, si on a un métabolisme qui est vraiment très très lent, ça peut devenir compliqué de perdre du poids. On peut avoir tout bien faire du sport et tout, mais comme le métabolisme est lent, ça va poser problème. Et en dehors de le côté génétique, est-ce que notre mode de vie peut agir sur notre métabolisme? Est-ce qu'il y a des choses qui causent justement, en dehors de l'aspect génétique, hein, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ralentir notre métabolisme et qu'il faudrait peut-être être vigilant? Alors, oui, tout à fait. Et les causes sont multiples parce que l'organisme est tellement complexe qu'on ne pourrait pas sortir une seule cause comme ça. Première cause possible, vous produisez trop de cortisol. On en a déjà parlé, notamment dans le podcast, c'est cette fameuse hormone du stress qui, sécrétée à une dose normale, elle peut vous aider à brûler des graisses. Mais une surabondance de cortisol, si par exemple vous vivez une longue période de stress, peut amener votre corps à penser que vous faites face à des épreuves et qu'il va lui falloir davantage d'énergie pour les surmonter. Résultat, il fait des réserves. L'organisme, il est intelligent. Voilà. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles sont stressées, vont avoir tendance à manger plus, vont avoir tendance à prendre du poids, alors que d'autres non, parce qu'il y a, j'imagine, aussi un facteur génétique. Est-ce que on a une génétique qui va avoir tendance à produire beaucoup de cortisol ou pas, quoi? Moi, c'est un peu mon cas. Dès que je suis un peu stressé, je prends du poids, alors que des amis autour de moi, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ça, typiquement, ça peut être une des causes qui explique mon métabolisme. Est-ce qu'il y a autre chose, Fred? Ah oui, il y a beaucoup d'autres choses. La suivante, je dirais, hein, c'est pas un classement du plus important au moins important, hein, je tiens à le signaler. Le suivant, c'est que vous pouvez avoir un taux d'insuline qui est trop élevé. Vous savez, l'insuline, c'est le taux de sucre dans le sang. Et s'il est trop élevé, votre métabolisme sera ralenti tout simplement. Donc, si on mange beaucoup de pâtisserie, beaucoup de sucre, ça va nous causer, ça va avoir tendance à faire baisser notre métabolisme. Exactement. Vous pouvez aussi avoir les problèmes de thyroïde. Alors la thyroïde, hein, pour rappel, située à la base du cou, c'est cette glande qui régule les hormones dites évidemment thyroïdiennes qui affectent grandement notre métabolisme. Ainsi, si vous ne produisez pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, c'est une maladie connue sous le nom d'hypothyroïdie, votre métabolisme va ralentir, tout simplement. Et c'est pour ça que souvent quand on a des personnes qui ont des problèmes de poids, voire qui sont en obésité, on va chercher de ce côté-là, voir s'ils n'ont pas des problèmes de thyroïde, parce qu'effectivement, s'ils souffrent d'hypothyroïdie, leur métabolisme est ralenti, et donc pour brûler, comme je le disais, le même nombre de calories que vous, il leur faudra énormément de temps. Et du coup, le repas suivant arrivant, ils n'auront pas tout brûlé, donc ils commencent à stocker tout simplement. Une autre raison peut être un taux d'œstrogène qui est faible, ou à l'inverse, pour les hommes, et les femmes également, manquer de testostérone. Ensuite, vous avez trop de gras et pas assez de muscles. Le vieillissement, on en a parlé. La prise de médicaments, parce que ce sont quand même des substances chimiques qui altèrent le fonctionnement physiologique de votre organisme. Et on le voit très bien, il y a notamment les antidépresseurs, hein, c'est pas pour mettre le haro sur ce type de médicaments, mais souvent on peut aussi détecter des gens qui sont sous antidépresseurs parce que ce sont des prises de masse importantes, de masse grasse importantes, tout simplement parce que ces médicaments, ces substances chimiques viennent altérer votre physiologie. Et l'autre cause, et qui pourrait un peu surprendre d'un métabolisme lent, c'est finalement qu'on n'absorbe pas assez de calories. Et finalement, vu qu'on n'en absorbe pas assez, entre guillemets, le corps est pas assez bien entraîné, pas suffisamment entraîné,
au fait de brûler ces calories de manière la plus efficace et entre guillemets la plus rapide possible. Donc voilà, c'est moins vous mangez, moins vous avez d'apport calorique dans un sens, hein, il faut pas aller dans l'excès inverse, mais moins vous en avez s'ils sont pas suffisants, eh bien votre organisme ne sera pas suffisamment bien entraîné à bien les brûler. Merci pour ces explications, Fred, parce que c'est vrai que on a beaucoup survalorisé les métabolismes rapides, notamment dans le milieu du fitness, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui font de la musculation, qui veulent être le plus sec possible pour faire briller, scintiller un peu leurs muscles. Et donc, il y a eu un peu ce culte du métabolisme rapide qui était devenu un peu une fin en soi. Alors qu'on l'a vu, c'est pas forcément intéressant. En revanche, si on a une génétique avec une tendance à avoir un métabolisme un peu lent, il faut essayer peut-être de faire attention à certaines choses pour pas empirer les choses. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais l'idée c'est pas de l'empirer. C'est pas de l'empirer parce que ça voudrait dire que c'est négatif, mais c'est pas d'augmenter ce phénomène-là. Du coup, si on veut avoir un métabolisme un peu plus rapide, quels sont les bons trucs à adopter, quoi, les bons conseils que tu peux nous donner pour essayer, voilà, de pas trop réduire notre métabolisme de base. Alors moi déjà, je vais axer, première partie de la réponse, sur l'alimentation qui, on l'a vu, influe sur notre métabolisme, hein. Déjà, respecter l'équilibre glucides, protéines, lipides, c'est aussi simple que ça. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation est très importante, on le dit, hein, une carence en eau ralentit le métabolisme et je vous rappelle que l'organisme est en moyenne, hein, constitué de 70 d'eau. Donc voilà, ne négligez pas cette donnée-là. Ensuite, augmenter son métabolisme, tout simplement, on en a parlé, par l'activité physique. Et là, je reviendrai sur notre sport favori, avec les bienfaits du fractionné, sans oublier évidemment les allures, alors qu'on qualifie d'allures endurance fondamentale. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les différents types d'allures. Donc voilà, si vous fractionnez, n'oubliez pas que la base, ça reste le footing tranquille entre guillemets. Et évidemment, la régularité dans le sport augmente le métabolisme de base, surtout avec les sports d'endurance qui sont des sports de répétition et qui se construisent sur la durée. Donc voilà, je prends souvent l'exemple, au-delà, hein, de l'aspect santé et de ce que vous infligez à votre corps, il sera toujours plus bénéfique de faire 3 fois 30 minutes dans la semaine qu'une fois 1 heure et demie, tout simplement. Donc la régularité, la répétition de l'effort est vraiment fondamentale. Fred, on a parlé dans la dépense énergétique, on a parlé de l'activité physique, on a parlé du métabolisme de base, mais on s'est pas encore arrêté sur l'effet thermique des aliments, qui est l'un des 3 postes de dépense, et quand même qui représente, tu nous l'as dit tout à l'heure, 10% de nos dépenses énergétiques. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus en détail de quoi il s'agit quand on parle d'effet thermique des aliments? Parce que c'est un peu le moins connu dans les dépenses énergétiques. On pense métabolisme, on pense dépenses énergétiques, mais très peu de cet effet thermique. Alors, de quoi s'agit-il, Fred? Alors pour te répondre de la manière la plus claire possible, en tout cas je l'espère, hein, il faut comprendre, pour que l'énergie chimique contenue dans les aliments puisse être convertie en énergie utilisable, ces aliments doivent être digérés, c'est-à-dire transformés en substances pour être stockés, par exemple au niveau du foie ou des muscles sous forme de glycogène, ou au niveau du tissu adipeux sous forme de triglycérides. Et l'ensemble de ces processus a un coût énergétique. Et ce coût varie avec les voies biochimiques empruntées. On estime que ce coût représente environ 5 à 10% de la valeur calorique ingérée sous forme de glucides, 20 à 30% pour les protéines et moins de 5% pour les lipides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines conditions, par exemple l'administration importante de glucides, une partie de l'effet thermique des aliments peut être inhibée par les agents bêta-bloqueurs, ce qui indique un rôle du système nerveux sympathique dans son contrôle. Et on appelle ceci la thermogénèse facultative. Donc, c'est un élément qu'il est peut-être difficile d'apprécier et de concevoir, mais c'est que, voilà, suivant le type d'aliment, pour résumer sur cette question-là, sa dégradation en énergie va coûter de l'énergie de manière paradoxale, hein. Pour créer de l'énergie, on va devoir en dépenser, ce qui est un peu logique. Et suivant les types d'aliments, cette dépense ne sera pas la même. Effectivement, et ça rappelle, tu sais, les fameux régimes Dukan, où on allait consommer de la viande, et on l'a vu, tu brûles des calories, c'est l'un des plus importants, hein, je crois 20 à 30% pour de la protéine, et du coup, tu vas perdre du poids comme ça. Alors, c'était
ça fonctionne. Ça semblait fonctionner en tout cas. Mais alors, je pense que d'un point de vue santé, là, on était vraiment dans de la perte de poids sur des critères esthétiques, mais pas du tout santé, quoi. Bah, clairement, de toute façon, on l'a dit, hein, tout ce qui relève des régimes à base de privation ou de finalement privation de certains types d'aliments. Hein. Tu as parlé du camp, mais il y a aussi d'autres courants assez virulents, notamment dans le monde sportif. Hein, on en avait déjà parlé une fois, le fameux low carb high fight. Ce sont des manières de s'alimenter qui, entre guillemets, sont contraires à la logique et au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, à un moment, ça peut produire des effets, même positifs. Souvent, sur le long terme, on remarque que non. Et donc voilà, c'est juste des faits. Ce qui ne veut pas dire que ça ne conviendra pas du tout à une personne. Là, il faut aussi bien prendre en compte l'individualisation. Mais très concrètement, si vous devez vous orienter sur des types de régimes avec des privations d'aliments ou pas, faites-le simplement parce que ce sont des choses auxquelles vous, peut-être vous n'êtes pas habitué ou vous avez des intolérances, mais l'organisme, globalement, il est fait pour tout ingérer, mais évidemment dans des quantités raisonnables. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi revenir un peu de logique et se dire que tout simplement, si on veut réduire ses apports caloriques, on peut simplement procéder à des rééquilibrages, pratiquer une activité physique sans pour autant, on va dire, maltraiter son corps avec tout type de régime dont l'efficacité reste quand même à démontrer sur le long terme. Merci infiniment, Fred. Si on veut résumer tout ce qu'on s'est dit, quels sont, selon toi, les éléments clés à retenir autour de la dépense énergétique en course à pied? Alors, très concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, vous avez un métabolisme de base qui va être plus ou moins élevé suivant les individus et qui dépend d'énormément de choses, dont votre âge, votre masse, votre sexe. Et avec cela, il y a l'activité physique qui rentre en ligne de compte. Et les deux sont liés. En augmentant votre dépense énergétique d'activité physique, vous allez augmenter votre dépense énergétique de base. Il y a une corrélation entre les deux et il faut bien comprendre que les choses fonctionnent ensemble. Deuxièmement, par rapport à une activité physique soutenue, régulière, il faut avoir un apport calorique, un apport énergétique suffisant. Sinon, la machine, à un moment, elle va se dérégler. Et comment ça va se traduire? On en a parlé. C'est de la fatigue, voire des blessures ou un épuisement psychologique important. Donc, il faut bien prendre en compte que plus on va avoir une activité intense, et ben plus on va manger, et ça c'est normal. Mais par contre, entre guillemets, il faudra bien manger et apporter les calories nécessaires à la dépense énergétique qu'on souhaite avoir. Et à contrario, il ne sert à rien de surapprovisionner l'organisme parce que là, il va du coup surstocker et c'est pas forcément ce qu'on recherche, même chez le sportif. Attention. Merci infiniment, Fred, pour tous ces précieux conseils. Écoute, je te propose qu'on passe sans plus attendre à notre rubrique du vrai, du faux. Si, bien sûr, tu es OK. Je suis OK pour aller sur les fake news. Envoyez le jingle. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Le vrai du faux. Chaque mois, on vous décrypte toutes les choses qu'on peut entendre sur le monde de la course à pied. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Ça, c'est Fred qui va nous le dire. Et Fred, on a une première question qui nous est posée par Mathis SBT. La musculation est plus efficace que le cardio pour augmenter ses dépenses énergétiques. Alors, c'est vrai que c'est pas rare dans le milieu du fitness d'entendre des coachs muscu nous dire finalement que ça sert pas à grand-chose de courir et que si on veut vraiment booster ses dépenses énergétiques, il faut faire de la musculation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred, qui est aussi bien passionné par la musculation et le monde du fitness que par la course à pied? Alors, tu vas peut-être être un bon juge. Je sais pas si je vais être un bon juge. Hein. Je dirais que chacun défend sa chapelle. L'idée, pour un peu expliquer quand même,
à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. L'idée, notamment dans le monde de la musculation, c'est de dire que plus on va avoir une masse musculaire importante, plus on va avoir un métabolisme de base important. Parce que ce muscle, même au repos, il vit, entre guillemets, hein. Donc, il faut l'alimenter et il dépense de l'énergie. En soi, c'est juste. Là, jusque-là, c'est leur démonstration. En soi, c'est juste. Maintenant, pour perdre plus facilement avec la musculation qu'avec le cardio, il faut avoir une pratique régulière et intensive et un volume musculaire très important. C'est ça qu'il faut voir en fait. Moi, je suis persuadé effectivement que peut-être Arnold Schwarzenegger dépense plus de calories que moi lorsque je fais 3 footings par semaine, mais c'est Arnold Schwarzenegger. Moi, quand je fais une séance de muscu par semaine, je dépense beaucoup moins de calories que lorsque je cours 5 fois par semaine. Voilà, tout dépend finalement de la régularité, de l'intensité de votre pratique et par rapport à la musculation, de votre volume de masse musculaire, très concrètement. Bon, écoute, merci Fred d'avoir remis les Garmin à l'heure. On commence à brûler des calories seulement après 45 minutes de course. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Encore récemment, moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça. Est-ce que c'est vrai ou pas d'ailleurs? Alors moi j'adore. Moi j'adore ce type de choses parce que déjà, ça supposerait que finalement, les 45 premières minutes de course ne servent à rien et les muscles fonctionnent comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et puis au bout de 45 minutes, ils ont besoin d'énergie, donc on va taper dedans. Je caricature un peu et je suis gentiment moqueur, hein, évidemment. C'est pas aussi simple que ça. L'organisme, dès qu'il se met en route, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Les tenants de ces théories-là font souvent référence à la mise en route de la lipolyse, c'est-à-dire de prendre de l'énergie à partir des stocks lipidiques. Alors souvent, on va entendre justement que si on fait de la course pour maigrir, du cardio comme on parlait juste avant, il faudra au moins courir 45 minutes parce que c'est à partir de ce moment-là que la lipolyse va être pleinement efficace. Maintenant, très honnêtement, à partir de la première minute où on court, on dépense de l'énergie, donc on dépense des calories. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de courir 45 minutes pour avoir une dépense énergétique. Ce qui comptera, comme je le disais, c'est d'avoir une pratique régulière. Donc, même si vous durez, par exemple, vous faites des footings que de 30 minutes, si vous le faites 3 fois dans la semaine, vous brûlerez plus que si vous faites une seule sortie d'une heure et demie, tout simplement. Bon, écoute, ravi de savoir que les dépenses énergétiques n'a pas un petit chronomètre et que c'est à 45 minutes pile qui se déclenche. On peut dire que c'était... You are fake news. Totalement. Fred, troisième question, pardon, Fred. On brûle des calories même quand on dort. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors la nuit, on dort, ça c'est vrai. Enfin la nuit, certains dorment la journée parce qu'ils ont une vie nocturne nourrie ou simplement parce qu'ils ont un travail de nuit. Mais en tout cas, lorsqu'on dort, effectivement, on dort, mais le corps, lui, entre guillemets, ne dort pas. Notamment, le cerveau trie les informations emmagasinées, le système digestif traite le repas du soir ou du matin, hein, suivant l'heure à laquelle on s'est couché. Et ça, c'est autant d'activités durant lesquelles le nombre de calories chute. Donc, le corps travaille activement et on brûlerait ainsi 42 calories par heure. Donc, on voit bien que pendant qu'on dort, effectivement, on brûle des calories entre guillemets. Et ce qui a même fait dire, parce qu'il y a beaucoup de controverses, ça peut paraître surprenant sur finalement pourquoi on dort. La question n'est pas encore tranchée totalement au niveau des scientifiques. Et certains justement utilisent cet argument pour dire, parce que certains disent on dort pour se reposer, récupérer énergétiquement et tout, et certains scientifiques ont prouvé que sur certaines phases de sommeil, on brûle autant de calories que lorsqu'on est éveillé, voire en activité. Évidemment pas lorsque vous êtes en train de faire votre footing, et d'autres phases non. Donc voilà, quand vous dormez, effectivement, vous brûlez des calories et voilà, entre guillemets, vous êtes actif finalement.
Bon, bah ça c'est plutôt rassurant. Bah écoute Fred, merci infiniment pour cet épisode et pour tout ça. C'était hyper intéressant. Je te propose qu'on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Bah écoute, avec un grand plaisir, à lundi prochain.